Bienvenue sur le journal de la cause animale pour notre JT du mois de septembre. On va vous donner toute la rétrospective du mois d'août et puis tous les événements qui se passeront au mois de septembre. On a l'honneur et la chance d'avoir aujourd'hui Crazy Air, hello, artiste, militante qui fait des millions de vues sur Facebook. Il paraît, parfois. Ouais, bon, on les voit les millions, hein. Ils sont écrits. Hein. Ouais. Et puis Nicolas Biscay de Ethics for Animal et qui a cofondé le collectif Espoir. Voilà, ouais. Vous allez nous en parler tous les deux parce que Crazy t'a donné de la voix pour le collectif. C'est ça, ouais, exactement. Ils sont venus me demander un petit coup de pouce et puis avec plaisir que j'ai accepté puisque c'est un collectif très sérieux, mais Nicolas va vous en parler. D'accord, et t'étais avec Greg Guillotin en plus. Ouais, ce jour-là j'étais avec Greg aussi. Bon. Ouais. Alors on va commencer tout de suite avec une rétrospective sur ce qui s'est passé sur le JT3. Parce qu'en fait, il y a eu un complément d'information qu'on nous a donné par rapport à la rubrique sur l'abandon. Chaque année en France, il faut savoir qu'il y a 100 000 animaux domestiques qui sont abandonnés. Et il faut savoir que ce chiffre est sous-évalué parce qu'il ne prend pas en compte les animaux qui ne sont pas identifiés. Et donc Astrid, tu peux nous donner, quand même, J n'est pas là. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous donner 3 compléments d'informations sur cette chronique sur l'abandon. Première chose, au niveau des chiffres des abandons, il faut savoir que ce sont 200 000 animaux qui sont pris en charge par les refuges tous les ans. Donc, en fait, on avait donné le chiffre officiel de 100 000 abandons par an. Ouais. Et donc, ce chiffre est probablement largement sous-évalué. En fait, c'est le chiffre officiel que donne 30 millions, la SPA et tout. Mais ça fait 30 ans qu'il n'a pas évolué. Et donc on peut se poser un peu des questions. Après aussi, c'est des chiffres qui donnent l'abandon, et l'abandon c'est un acte volontaire, bon, même si on peut pas le savoir, alors que peut-être là c'est 200 000 pris en charge. Il y a peut-être aussi des animaux, des chats errants qui ont eu déportés, ou des animaux perdus dans les 200 000, non ? Non, en fait, les 100 000 animaux abandonnés, quoi qu'il en soit, c'est plus un chiffre de communication qu'autre chose, en fait. Hein, donc, il n'y a aucune vérification possible donc, de ce chiffre-là. Quoi qu'il en soit, ça devrait concerner beaucoup plus, je pense, les refuges. Donc, il y a au moins 200 000 animaux abandonnés par an, surtout qu'il y a 3200 associations sans refuge sur le territoire français. Donc, et là, pour le coup, il n'y a aucun décompte, finalement, donc, des animaux pris en charge par ces associations-là, qui sont majoritaires. Hein. C'est Gorette Neves de Collectif Chat et Compagnie, que tu connais très bien, qui nous a fait un peu le retour et qui essaye de comptabiliser, elle se débrouille, quoi. Oui, c'est ce que l'on fait à l'heure actuelle avec le collectif Espoir, justement, pour avoir une vision la plus nette possible du phénomène de l'abandon, donc en connaître les causes, pour ensuite pouvoir proposer des solutions pour lutter contre l'abandon, en fait. Mais il est évident que le décompte est nécessaire, quoi qu'il en soit. Alors, tu avais un deuxième retour ? J'avais même un troisième retour, mais donc le deuxième, d'abord, c'est par rapport au plan d'action qui avait été annoncé par le ministre de l'Agriculture, qui avait dit que 20 millions d'euros seraient débloqués par rapport à la recrudescence des abandons cet été. Une petite nuance, il faut savoir que ce plan d'action avait été voté dès fin 2020 pour le budget 2021. Et donc, en fait, en réalité, l'argent de ce plan d'action avait déjà été attribué totalement fin mars. Donc, en fait, à l'été, en réalité, il n'y avait déjà plus d'argent de ce plan d'action de 20 millions d'euros. Ouais, ça aussi, Gorette, elle nous avait... Oui, donc c'est grâce à vous. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, son équipe, qui a eu cet argent débloqué. Ils sont vraiment, vraiment acharnés à ce que ça soit déjà publiquement connu et que... Enfin voilà, tu vas mieux expliquer la genèse, mais en tout cas, il y a eu une grosse bagarre pour avoir cet argent qui n'a pas été distribué comme il fallait. Dis-nous. Oui, en fait, le plus important, donc... pendant le Covid, en fait, c'était de faire reconnaître les associations de protection animale. Mais j'avais participé. J'ai même fait une vidéo. Oui, aussi, en effet, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'esprit collectif, finalement, enfin dans l'inconscient collectif, beaucoup limitent donc la protection animale à la SPA, sauf que la SPA, ce n'est que 55 refuges sur les 775 sur le territoire français, d'une part, et puis au-delà de ça, il y a 3200 associations sans refuge, et donc les deux sont complémentaires, évidemment, mais il a fallu batailler pendant de longues semaines auprès du ministère de l'Agriculture pour obtenir une aide donc, pour ces associations de protection animale. Bon, aujourd'hui, ce sont plus les refuges donc, qui ont été servis, et tant mieux pour eux. Donc, mais il y a beaucoup d'associations sans refuge qui avaient besoin d'aide, et aujourd'hui, parce que le ministère ne les connaît pas bien, finalement, elles n'ont pas été suffisamment aidées donc, dans le cadre du plan de relance. Et aujourd'hui, c'est dommageable pour les animaux en premier lieu, hein, donc ça c'est évident.
Et alors le troisième complément d'information, c'était concernant la loi sur la maltraitance animale. C'est ça, il y a la proposition de loi contre la maltraitance animale qui va être débattue au Sénat entre fin septembre et début octobre. Donc ça, c'est une très bonne chose que ça arrive enfin sur la table. Par contre, il y a un article de cette loi qui est très problématique, c'est l'article 3 bis, qui stipule que seules les associations avec refuge pourront faire appel à des familles d'accueil. Donc ça limite énormément la prise en charge des animaux de compagnie. Et il y a un autre élément, c'est également que cet article de loi stipule qu'un vétérinaire devra évaluer le comportement des animaux avant de les placer en famille d'accueil. Et ça sous-entend que le vétérinaire engage sa responsabilité sur le fait que l'animal ne présente pas de danger pour la famille et aucun vétérinaire n'acceptera de s'engager là-dessus. Donc là, on rentre direct dans le vif du sujet parce que le collectif Espoir, il s'est monté sur ce 3 bis là. Oui, entre autres, c'était sur la lutte contre l'abandon et sur le 3 bis en particulier, parce que là, pour le coup, on avait besoin de faire un focus sur la protection animale. Et c'est vrai que beaucoup n'avaient pas vu donc les dangers de l'article 3 bis. Finalement, la proposition de loi est de lutter donc contre la maltraitance animale, sauf que c'est le seul article aujourd'hui qui va détruire 80% donc de la protection animale au niveau des animaux domestiques. Et c'est là où c'est problématique finalement. Alors après, il y a d'autres articles qui posent aussi souci, donc ou qui ne vont pas assez loin, mais en tout cas pour l'article 3 bis, oui, il y a un problème donc au niveau des familles d'accueil. Pourquoi il y a un problème ? C'est-à-dire quel va être l'impact pour les associations de protection animale qui ont refuge et qui n'ont pas de refuge ? C'est là où il y a un... Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a les gens ils comprennent un peu plus. Alors, il y a 775 refuges et 3200 associations sans refuge. D'accord. Majoritairement, en fait, ce sont les associations sans refuge qui ont recours donc aux familles d'accueil. Aujourd'hui, l'article 3 bis dit clairement que les familles d'accueil devront être sous la tutelle des refuges uniquement, en fait. D'accord. Ça exclut de facto. Les 3200 associations sans refuge, soit 80% de la protection animale. Et donc, du coup, il y aura deux impacts. Le premier impact, ce sera la fin de ces associations sans refuge. Et le deuxième impact, une vague massive d'euthanasie, puisque les refuges, d'ores et déjà, nous disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas en capacité de prendre en charge les animaux des associations sans refuge. Et ils sont nombreux. Sauf que le gouvernement... et le ministère, avant d'écrire cet article-là, en fait, n'a pas pris la mesure, finalement, du nombre d'animaux pris en charge par ces associations sans refuge, qui est énorme, en fait, clairement. Et aujourd'hui, si toutefois, donc, cet article passe, eh bien, oui, il y aura des dégâts dans la protection animale et ce seront les animaux qui seront les premiers concernés. Mais c'est vrai que dans l'article 3 bis, il y a aussi une amende possible de 7 500 € pour les refuges qui ne se mettraient pas en conformité ou qui ne suivraient pas l'article 3 bis. 7 500 €, c'est totalement énorme, alors qu'ils ne sont que très peu subventionnés finalement sur le territoire français. En 2018, l'État a donné 5 milliards d'euros aux associations, tout confondu en fait. La protection des animaux domestiques n'a eu que 64 000 €. 0,00001% de cette somme, ce qui est aberrant quand même, alors que ces associations avec et sans refuge, qui sont complémentaires, réalisent quand même donc une mission donc de service public finalement, sans en avoir les pouvoirs, mais elles suppléent l'État, et sans ces associations-là, quoi qu'il en soit, donc l'État aurait une lourde facture à payer, je pense. Pour expliquer aux gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations de protection animale qu'on appelle protection animale, c'est-à-dire qui vont aider des chats errants, des recueillir des animaux chiens, des perdus, lacs, voilà. De tous les animaux qui sont abandonnés, achetés dans les animaleries sur le Bon Coin, ou même des fois adoptés à la SPA et qui, faute de suivi, se retrouvent balourdés. Ouais. Voilà, comme tu dis, soit abandonnés légalement, donc généralement la fourrière demande une participation financière, ça c'est le truc légal où tu risques pas de prison. Et puis après, il y a ceux qui les jettent dehors, comme on connaît, voilà, sans les avoir fait identifier, etc. Ça, la loi maltraitance quand même, elle a renforcé, soi-disant. Bon, alors... C'est un miroir aux alouettes, parce que aujourd'hui, quoi qu'il en soit, alors oui, certes, toute meilleure personne est... le problème, c'est qu'on a alourdi donc cette peine, on veut alourdir la peine donc en cas de maltraitance, sauf que dans 75% des cas, une plainte donc qui est déposée pour cruauté ou acte de maltraitance est classée sans suite. Donc déjà, s'il n'y a pas d'application à la base, on pourra alourdir tout ce qu'on veut. De toute façon, ça ne changera rien. Et Et donc toutes ces petites associations qui elles n'ont pas de refuge et qui ont juste des contacts en fait, elles ont juste des personnes qu'elles connaissent, à qui elles peuvent placer. Des familles d'accueil, oui. Voilà, elles ne pourront plus exercer. Fini, terminé. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi... qu'elles se mettent dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'elles continuent à faire... donc c'est-à-dire tout ce qu'on ne veut pas faire, juste tout ce dont on lutte, en fait, c'est-à-dire...
le collectif Espoir et je pense aussi le vœu du gouvernement au départ, c'est de professionnaliser la cause animale, de faire en sorte qu'il y ait un cadre en fait. Et là, si les associations s'entêtent malgré la loi, si elle passe en l'état, ça veut dire qu'elles vont continuer à faire adopter des animaux, mais sans les identifier par exemple. Donc ça va être du bricolage et tout ce qui était mis en place durant des dizaines d'années pour que justement garantir aux animaux qui sont récupérés par ces associations de ne pas être abandonnés ou si jamais ça se passe mal avec la famille adoptante, de pouvoir récupérer l'animal et de le garder en charge. En fait, tout ça va être annulé concrètement. Ou alors, elles vont risquer des amendes. Et en plus, pour placer un animal, il faut qu'il y ait un vétérinaire. C'est ça. Ouais, mais c'est alors, c'est avant le placement en famille, avant le placement en famille d'accueil, par contre. Donc, c'est une attestation d'un vétérinaire, donc une attestation de non-dangerosité comportementale et physiologique. Mais c'est vrai que, ça c'est tellement impossible que les vétérinaires eux-mêmes, donc enfin ceux que l'on a du moins contactés, nous disent clairement qu'ils ne pourront jamais prendre cette responsabilité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'article 3 bis est le seul finalement à être, à pouvoir augmenter à la fois le nombre d'animaux abandonnés et puis les cas de maltraitance aussi. Parce que ces associations sans refuge aujourd'hui font des enquêtes de maltraitance. Si elles disparaissent, il y aura plus il y aura beaucoup moins d'affaires qui seront suivies de toute façon et beaucoup moins de cas donc de maltraitance qui seront poursuivis. Ce sont des associations qui mettent en place des campagnes de stérilisation aussi donc et qui gèrent donc les populations félines errantes et donc ça c'est aussi un point important donc et puis évidemment donc l'article 3 bis donc générera des abandons sauvages donc ça c'est une évidence. Okay. Sachant que voilà concrètement par exemple si toi demain tu vois un chien je peux enchaîner qui se prend des coups tous les matins par son propriétaire, t'appelles les grosses fondations. Elles n'ont pas d'enquêteurs sur place. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont personne. Tu vas te rabattre sur une association locale. Donc une association généralement sans refuge, avec des familles d'accueil. Cette association-là va faire l'enquête et va essayer de négocier la plupart du temps avec le propriétaire pour récupérer l'animal. Parce que si on rentre dans des procédures, comme l'a dit Nicolas, la majeure partie du temps, ça ne mène nulle part. Il n'y a rien. Voilà. Donc la personne se fait taper sur la tête. On dit « Oh, attention, hein, allez, hop, 300 € d'amende avec sursis. » Recommencez pas, vous avez et alors sinon on prend l'animal, on le cède dans le meilleur des cas à l'association et puis on dit vous n'avez plus le droit de détenir d'animal pendant 5 ans sauf qu'il n'y a aucun fichier. Donc le mec demain il va sur le bon coin, il prend un animal, il va à l'animalerie, tranquille, il prend un animal. Ça veut dire que pendant 10 ans, cette association-là elle est obligée de faire un suivi pour être sûr que la loi est respectée. C'est pas l'association de le faire mais c'est ce qu'elle fait. Et là, à cause de cet article 3 bis, tu n'auras aucun correspondant, personne à qui parler de ce chien et tu vas rester à voir cet animal se faire baffer, taper, maltraiter tous les jours sans pouvoir agir. Voilà. Donc tu vois, c'est ça aussi le problème de cet article 3 bis, c'est le problème des politiques en général, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème entre la réalité, le terrain et ceux qui pensent dans leur tête savoir des choses. Voilà, ils sont complètement hors sol, comme dans plein de domaines. Bien sûr. C'est surtout que l'article ne repose sur aucune donnée. Et en plus, il repose sur aucune donnée. En plus, Nous, on croyait que cette proposition de loi, c'était une avancée, c'était super. Mais il y a toujours des coquilles, en fait. Pour les cirques et tout ça, mais bon, après, c'est... Voilà. Bon, alors, pour le concret, qu'est-ce que les associations ou qu'est-ce que les citoyennes et citoyens peuvent faire pour aider le collectif Espoir ? Est-ce qu'il y a un truc à faire ? Oui, alors, il y a plusieurs choses à faire. Pour les particuliers, quoi qu'il en soit, ils peuvent signer donc, sur le site www.espoir.org un manifeste donc, pour alerter le gouvernement. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, donc, on s'est lancé dans un recensement à la fois donc des associations avec et sans refuge, mais également donc dans une enquête donc auprès des familles d'accueil, puisque ce sont les premières concernées donc par cet article 3 bis finalement, et personne ne les a interrogées aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsque on a fait une enquête auprès de 700 familles d'accueil à peu près, et dans 92% des cas en fait, elles nous disent on est attaché aux associations sans refuge. Si toutefois aujourd'hui on nous oblige à être rattaché à un refuge, on arrêtera notre activité de famille d'accueil, ce qui est quand même incroyable. Donc du coup, aujourd'hui, donc, on fait remonter évidemment ces informations sur nos réseaux sociaux. Donc les familles d'accueil peuvent participer à l'enquête et puis les associations avec et sans refuge peuvent également participer à notre enquête parce que aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement, le ministère n'a aucune donnée ou pas suffisamment finalement pour prendre en compte donc la protection animale dans son ensemble. Et je pense que l'article 3 bis est finalement la preuve donc d'un manque et d'une méconnaissance totale sur la protection animale et notamment sur les associations avec et sans refuge. Donc, je sais même pas ce qui a motivé ce truc au départ. Moi, je comprends pas qu'on puisse
pondre des trucs comme ça au dernier moment sans avoir consulté les principaux intéressés, c'est assez fou, quoi. Et puis voilà. On a bien demandé, mais on n'a eu aucune réponse sur les données, en fait. Reval, il était un peu... il nous répond pas, donc on espère qu'il nous répondra. Donc parce que c'est lui qui était en charge finalement de la première partie, donc animaux domestiques, de cette proposition de loi. Et donc aujourd'hui, on pose la question, mais sur quelles données est-ce que vous vous basez finalement pour écrire cet article 3 bis? Et aujourd'hui, on a bien fouillé, mais il n'y a rien et on n'a aucune réponse. En fait, personne ne veut nous donner une réponse simple pour ça. C'est ça. Bon, toi, Crazy, donc tu as donné de la voix un peu pour essayer de faire connaître le collectif et Espoir. C'est ça, mais en fait, le plus difficile dans cette histoire-là, c'est qu'il faudrait avertir ces 3200 associations de protection animale sans refuge, et que là, malheureusement, il y en a encore plein et nombreuses, et la majorité, qui ne savent pas que cet article 3 bis va être voté, donc elles ne peuvent pas s'insurger contre cet article puisqu'elles n'ont pas l'information. Donc c'était aussi l'objectif de faire les petits spots qu'on a fait avec Greg et tout pour le collectif. C'était d'amener l'information aux principales intéressés, mais c'est compliqué, c'est difficile. On n'a pas la puissance de frappe des publicitaires de Charal, par exemple. Donc, malheureusement, on essaye de faire passer l'information pour que justement elle se manifeste et voilà. Mais bon. On espère qu'il n'aura pas lieu et qu'il va être amendé. On fait tout pour. Voilà. Toi, Crazy, tu avais aussi donné de la voix pour Mézi, je crois, non? À l'époque où tu étais proche de Marco, je crois. Je t'avais vu plusieurs fois. C'était par rapport, tu veux dire, au test aux sur les animaux. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Ouais, j'avais, il y avait tous les ans à Mézi, il y a une manifestation et donc pour là, les chiens, les labos. Là, c'était là, ce week-end. Ouais, il y avait un truc aussi. Et il y a eu aussi à Ghana. Ouais. Parce qu'en fait, il y a le groupe MBR, il a racheté Mézi et ils ont un autre élevage à Ghana. Et là, il y a des militantes et militants qui sont là-bas actuellement. Rottweiler, c'est des beagles. Oui, il y a des beagles et des Golden Retriever. Mais voilà, pourquoi j'étais sur Rottweiler. Ce n'est pas pareil. Et donc, on va passer aux actus avec Harry parce que Muriel Arnal nous le disait, les tests vont reprendre. C'était dans une vidéo qu'on a passée, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut continuer de suivre le JT dans l'émission avec Amandine. On vous montre un petit extrait. C'était Muriel qui nous disait que les tests allaient reprendre. Des milliers de personnes envoyaient des messages et ils disaient on n'achètera plus si vous continuez à tester sur les cosmétiques. Bon, les tests sont en train de revenir, entre parenthèses. Donc au Royaume-Uni, ça reprend les tests sur les animaux? Alors ça reprend pas encore les tests sur les animaux, c'est-à-dire que c'est le gouvernement britannique qui émet l'idée d'éventuellement remettre les tests sur les animaux. Ça fait 23 ans que c'est interdit les tests sur les animaux dans la cosmétique, qu'on s'entende bien. En Royaume-Uni, c'était le pays précurseur puisqu'en 1998, ils ont interdit les tests sur les animaux dans la cosmétique bien avant l'Union européenne en 2004. Voilà. Alors Body Shop, qui est une marque super connue dans la cosmétique britannique, s'est insurgé en disant que c'était scandaleux, sachant que Body Shop s'est vraiment affirmé pour les animaux, sachant qu'en 2023 ils ont dit qu'ils seraient 100% vegan. Et ils ont aussi précisé que 85% des Britanniques sont quand même contre les tests sur les animaux. Donc on peut imaginer qu'il y a peut-être des lobbyistes qui ont un peu poussé le gouvernement britannique à revoir justement leur position là-dessus. Bon, super. Et sinon, alors là, au mois dernier, il y a eu un gros boom aussi avec les JO. La cavalière allemande qui a été sanctionnée, je crois Oui, tout à fait. Annika Schleu, qui est pentathlète. Et donc, sur la partie équitation, on a pu la voir maltraiter son cheval très sévèrement, qu'elle a cravaché et prôné de manière très cruelle. Et du coup, il y a 30 millions d'amis qui déposent une plainte contre cette athlète et son entraîneuse, qui aurait aussi frappé le cheval, en fait. On voyait une vidéo. Ouais, il faut savoir que pour cette épreuve, en fait, c'est par tirage au sort qu'on a son cheval. D'accord. C'est pas un cheval avec lequel elle travaille, voilà. Mais malgré tout, cette athlète refuse de reconnaître la cruauté. Ouais, je crois que les premiers, c'était PETA en Allemagne qui sont montés au créneau et qui ont même porté plainte contre la cavalière. Mais bon. Ici, c'est 30 millions d'amis, ouais. Ouais, voilà. Et sinon, il y a eu un gros truc aussi que j'avais pas suivi, c'est l'ONU. Alors ça, j'ai pas suivi. Explique-moi un peu. C'est ça. En fait, l'ONU propose un sommet mondial de l'alimentation végétale. Et là, je vais demander à Astrid d'intervenir. Oui, tout à fait. Alors, juste une petite rectification. C'est pas de l'alimentation végétale, c'est le sommet mondial des systèmes alimentaires. D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment une occasion de faire entendre notre voix parce que de l'autre côté, les lobbies de la viande et des produits laitiers n'hésitent pas, eux, à faire entendre leur voix et à prétendre que leurs produits sont éco-responsables, etc. On sait très bien que c'est pas le cas. Donc pour ça, il y a ProVeg qui a une pétition en ligne qu'on peut signer pour justement dire que la viande et les produits laitiers ne sont pas éco-responsables.
Et on peut également laisser une petite contribution en vidéo, puisqu'il y a une initiative qui s'appelle Good Food for All, donc qui signifie une bonne alimentation pour tous en anglais. Et donc on peut tourner une petite vidéo d'1 minute pour expliquer ce que ça signifie pour nous qu'une bonne alimentation pour tous. Ok, super. Et il y a aussi ton organisation, parce qu'ici, vous savez qu'on a que des cofondateurs, que des co-créateurs de je sais pas. Et Astrid, elle est nutritionniste, elle est cofondatrice de Upswing, ou même fondatrice, et de V Entrepreneur. De V Entrepreneur France. Donc en fait, c'est une organisation pour les entrepreneurs véganes français. Et donc avec VEF, donc V Entrepreneur France, on va participer à cette campagne, à cette consultation. On va laisser une petite vidéo avec plusieurs entrepreneurs qui vont justement expliquer ce que ça veut dire pour eux qu'une bonne alimentation pour tous. Et les vidéos, on peut les envoyer où ? Alors, les vidéos, c'est directement sur le site de l'ONU. Normalement, si tu tapes Sommet mondial des systèmes alimentaires, Good Food for All, tu trouves le lien. Et nous, voilà, ce sera tourné ce mardi chez Harry, donc publié bientôt. Ils ont intérêt de s'intéresser à la croissance du végétal parce que c'est un gros boom. Ouais. Hein ? En ce moment, on m'a dit. Tout à fait. Il y a un rapport qui prévoit que la croissance du marché des produits véganes sera explosive, carrément. Donc, très bonne nouvelle. Donc, atteignant 162 milliards de dollars d'ici 2030. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on voit. Toute manière. Ça permettra à des gens qui s'y intéressent pas encore ou qui se disent j'aimerais bien, mais c'est trop cher d'accéder à des produits du quotidien. Quasiment au prix ou qui n'ont pas la même. C'est pas accessible du tout. Enfin, là, ça commence. Hein. Il y a de plus en plus dans les supermarchés, tout ça. Parce que le mec qui travaille au chantier le midi, qui veut aller choper un sandwich, il y a un petit moment, c'était compliqué, quoi. Il a pas son référentiel, tu vois. Et là, aujourd'hui, il peut se faire un sandwich fromage vegan, là. Ça y est, là. J'ai vu, il y en a de plus en plus. Ouais, tu verras, on a une petite surprise pour toi en plus. Ah ouais, d'accord, on va faire goûter des trucs. J'ai pris plein de pois, arrêtez ça sera de l'eau. On a tous et c'est tout. Pois. Voilà, c'est le confinement. Tu fais bien de me dire que ces ouvrières et ces ouvriers, ils auront du mal parce que Lidl, il étend sa gamme vegan. Carrément, c'est une belle transition, merci, puisque nous, on aime bien en fait annoncer des petites news dans le monde vegan, parce que c'est aussi par le monde vegan, je pense qu'on va pouvoir faire changer les choses. Et oui, notamment Lidl, en fait, qui sort sa gamme vegan avec une gamme qui s'appelle The Mondo. Alors je pense que ça va plaisir à ma maman. Coucou, elle est fan de Lidl, je pense qu'il y en a beaucoup. Elle a acheté des chaussures et tout qui sont sorties. Ah non, mais vous savez, les vrais fans de Lidl qui regardent les fascicules chaque semaine, c'est incroyable. Et justement, ce mois-ci, dans le fascicule, il y avait, je crois, 4 pages avec que des produits véganes. Et alors, super accessible, et ça, c'est extraordinaire. Voilà, même Lidl, qui est vraiment un supermarché, on va dire, plus abordable pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Et bien voilà, le vegan, on casse les codes, c'est pas forcément cher. Aldi aussi, je crois que c'est une marque allemande en fait. Aldi, exactement. Tu vas en Allemagne, je crois que c'est le paradis. Ouais. T'es chez toi, t'es à la maison quand t'es vegan. C'est des meilleures villes véganes du monde. C'est ça, voilà. Il y a plus de végétariens là-bas qu'ici. Donc c'est c'est normal que, ça devrait être normal que chacun puisse se nourrir suivant ses convictions, son éthique et ses choix en fait. Mais c'est très très difficile, notamment dans les cantines. Je crois que t'as un sujet là-dessus, non ? Non, merde, du tout, j'ai brûlé le truc. Mais on a un sujet qui est que, comme Lidl, il y a Danone maintenant qui se met à faire du lait végétal, mais ça on le savait. Mais là, ils vont faire du lait qui ressemble, mais genre, tu vois, comme les Beyond Meat et tout ça, vraiment à du lait de vache. Genre le goût, tu peux pas savoir. Alors que c'est vrai que le lait de soja, le lait d'avoine, bon, tu sais que c'est pas du lait de vache, quoi. Et là, c'est ça. Hein. C'est ça. En fait, Danone, il possède déjà Alpro et deux autres marques de lait végétal, mais il trouve que c'est limitant de vendre les laits végétal d'après l'ingrédient principal qui est l'avoine, l'amande, etc. Et donc, leur but, là, c'est vraiment de faire un lait qui ressemblerait vraiment à du lait de vache et que les consommateurs se disent pas, je vais boire du lait végétal d'amande, mais je vais plutôt boire un lait qui va ressembler à ce que je consomme d'habitude. Super. Moi, je trouve ça ouf. Enfin, Danone, c'est le plus gros agroalimentaire français qui ont commencé avec des pots de yaourt, donc complètement des produits laitiers. Et là, ils se lancent dans le végétal. C'est voilà. Le monde change. L'appel. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui couvrent les yeux et leur truc, ils sont en train de tuer le monde avec toute leur saloperie de. Enfin, tout est basé sur l'alimentation animale. C'est plus possible aujourd'hui. En dehors de l'éthique qu'on a tous ici je pense sur le plateau, qui est le bien-être animal, et tuer les animaux aujourd'hui, on le sait, c'est plus une nécessité dans nos sociétés occidentales. Je suis quand même un petit
petite précision. Le mec qui vit au fin fond de la forêt, il n'a pas forcément le choix là, mais et encore. Mais et du coup, toute cette alimentation qui est en train de mener la planète à sa perte, quoi. C'est la plus grosse source de gaz à effet de serre, enfin bien avant les transports et tout. Donc c'est normal que maintenant ils sont en train de bifurquer parce que c'est surtout tout le monde alerte, tout le monde, et c'est devenu un gros business aussi. Donc faut pas penser que c'est parce qu'ils ont. Non, c'est pas les bonnes options. Ni pour les humains ni pour les animaux, mais c'est très bien qu'ils le fassent parce que du les coup, concernés, eux, c'est très bien pour les animaux, pour les gens qui ont envie d'avoir un truc qui ressemble à du lait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à switcher parce que c'est la cuisine de la grand-mère, c'est la cuisine familiale, c'est le goût qu'ils aiment. Ils n'arrivent pas à switcher parce que c'est trop loin de leurs habitudes. Et là, le fait que ça se rapproche, c'est bien. Après, moi, je ne vais pas leur tirer mon chapeau parce que faut quand même pas abuser, mais c'est bien pour tout le monde en tout cas. Bon, super. Et alors, nous, on avait un petit truc pour toi. Il y a Willy. Oh. Pour mon grain. Ouais. Merci. 0% de souffrance animale. Il devrait l'écrire maintenant. Ouais, voilà. C'est les nouveaux affineurs. Ouais, je connais. Je crois que j'ai jamais goûté en plus. Ouais, bah tu goûteras. Ils sortent bientôt un nouveau fromage. C'est pas celui-là parce qu'on n'a pas le droit. Ah ouais, toi aussi. Waouh, encore. Il est parti avec ses meringues sans œufs là, attention. Pourquoi? Je savais pas qu'il y avait. Franchement, il y a une ouverture, j'y vais parce que je savais pas quand le placer. Moi non plus, je savais pas. C'est une surprise pour toi aussi, Amadeus, parce que tu as fait une vidéo justement sur les œufs et les alternatives avec Yumgo, qui est une marque qui propose des substituts végétales en fait, de blanc d'œuf notamment. Et du coup, avant de venir, je vous ai fait des meringues avec Yumgo. Ah ouais. Voilà. Non. Voilà. Alors c'est pas sucré du tout. Mais comme ça, vous pouvez goûter sur le plateau. Voilà, ouais, mais on goûtera. Bon, comme tu veux, mais ça va faire du bruit. On goûtera tout à l'heure. On goûtera après. À la fin, c'est pour en plus, ils sont copains. Les nouveaux affineurs et Yumgo, Rodolphe Landman, et Nour. Ils sont potes et donc eux ils sortent bientôt un nouveau fromage et donc ils nous ont donné, ils ont dit, merci, désolé Nicolas, ils te connaissaient pas. Mais non, t'en auras tout à l'heure. De questions, oui c'est vrai. Il faut équitablement. On va passer au dossier du mois avec Mathilde. Alors là, préparez-vous parce que ça va chauffer les amis. C'est débat, il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre. Mathilde, dis-nous tout sur le dossier du mois. Alors, pour cette chronique, j'ai repris la conférence de Fabien Truffert de l'association suisse PEA pour l'égalité animale qu'il a donnée lors des estivales de la question animale 2020 et qui s'intitule « Les refuges, obstacles ou atouts pour notre mouvement ». Ouh là 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 là. Donc déjà, si on part du principe que le mouvement animaliste a deux buts, un but très large qui serait de supprimer la souffrance de tous les êtres sentients et un but plus restreint qui serait d'arrêter l'élevage et l'abattage des animaux, alors on peut se poser la question, est-ce que les refuges contribuent efficacement à atteindre ces objectifs ? Alors j'ai deux questions pour vous. Qui a déjà visité un refuge ou un sanctuaire ? Voilà, tout. Moi, j'en ai un à la maison. Lui, il en a un. Ok. Et qui est d'avis qu'il contribue efficacement à atteindre les objectifs cités précédemment ? Moi. Moi aussi. On va débattre. Alors, dans la première partie, on va voir ce que les refuges font de bien. Donc, tout d'abord, bien évidemment, sauver les animaux. Il peut s'agir d'animaux abandonnés ou blessés, d'animaux de compagnie, d'élevage ou sauvages. Les structures qui accueillent ces animaux ont deux missions. S'il s'agit d'un refuge à proprement parler, il s'agira d'une mission temporaire consistant à les replacer auprès de personnes aimantes ou à les relâcher dans leur habitat naturel. Et s'il s'agit d'un sanctuaire, il s'agira d'une mission permanente consistant à s'en occuper jusqu'à la fin de leur jour et à leur offrir la meilleure vie possible. D'accord, donc le sanctuaire c'est la retraite et le refuge c'est la famille d'accueil, mais transition quoi. Alors oui, mais faut savoir qu'il y a beaucoup de structures qui ont tendance à faire les deux, refuges et sanctuaires. Donc c'est difficile de faire la distinction. Donc dans la suite de cette chronique, quand je parlerai de refuge, c'est de manière un peu indistincte. Ok. Deuxième chose que les refuges font de bien, c'est de donner de l'énergie. Ils permettent aux militantes et aux militants d'être au contact des individus pour lesquels ils se battent au quotidien, d'éviter les burn-out et de tisser des liens avec ces individus d'une manière qui ne serait pas réalisable autrement. Okay. Enfin, ils permettent de montrer des individus, ils montrent des animaux d'élevage hors des logiques d'exploitation animale, ils prouvent que ces animaux ne sont pas différents des autres et surtout, ils font voir des individus et non des kilos de viande. L'idée, c'est de montrer que comme nous, chaque animal a sa propre personnalité, éprouve des émotions, a des intérêts et des goûts particuliers, des préférences au sein du groupe dans lequel il évolue, bref, que c'est un individu à part entière qui a son propre intérêt à vivre. Ça, c'est le boulot de Crazy, quoi. C'est de montrer que c'est des individus, visibiliser c'est pour ça que c'est important. Mais j'attends le deuxième effet qui se coule. Quel est le mais, le gros mais. Donc jusque-là, avec 3 points d'exclamation de cette personne qui a fait une analyse très poussée, très philosophique. C'est aussi Kinder World France, là. Eux, ils font des millions de vues avec des vidéos d'animaux dans les refuges et tout. C'est fantastique, ces vidéos.
Ça permet effectivement de voir les animaux autrement. Voilà, parce que sinon on voit que des abattoirs. C'est ça. Exactement. Donc jusque-là, tout le monde est d'accord. Passons maintenant à la seconde partie qui est légèrement plus clivante, à savoir ce que les refuges font de mal. Donc petit disclaimer avant de commencer, ce qui suit ne s'applique pas à 100% des refuges et les personnes qui s'occupent de ces refuges sont d'un dévouement absolument incroyable. Ce sont des personnes qui s'engagent à fond, qui donnent leur vie pour ça, qui passent des heures et des heures à s'occuper des animaux. Donc les critiques qui suivent ne sont pas adressées à des personnes, mais plutôt au concept général des refuges. Tout d'abord, la monopolisation des ressources. Comme vous le savez, le mouvement antispéciste n'est pas énorme et il n'est pas le plus riche non plus. Il y a donc une nécessité d'une allocation optimale des ressources. Il peut s'agir de ressources en argent, mais aussi en temps, en énergie, en personnel. On ne peut pas tout faire, donc il faut faire des choix. On doit analyser nos ressources et se demander comment les allouer de la manière la plus optimale possible. L'association américaine Animal Charity Evaluators a fait un graphique très intéressant concernant l'allocation des ressources au sein du mouvement animaliste, qui compare d'un côté le nombre d'animaux tués aux États-Unis et de l'autre l'argent donné à différentes associations animalistes. On constate que les animaux tués sont pour l'écrasante majorité des animaux d'élevage et que les dons sont essentiellement destinés à des refuges pour animaux de compagnie, alors que le nombre d'animaux concernés est dérisoire. Ouais, je crois que c'est à peu près 98%. 99 même. 99% de la ressource financière de la protection animale, de la cause animale, on va dire, donc entière, pas que protection, elle va pour sauver 1% des animaux. T'imagines ? 99 avec la SPA, 30 millions, les cagnottes et tout ça, et que en fait, et ça c'est que les animaux terrestres, même pas les poissons et tout quoi. C'est ça ne prend même pas en compte les animaux aquatiques. Il y a une disproportion entre la somme d'argent donnée et le nombre d'animaux concernés, donc l'allocation des ressources n'est pas du tout optimale. Il y a aussi des coûts exorbitants. La location ou l'achat d'un terrain, ça coûte extrêmement cher et c'est souvent loué ou acheté à des éleveurs. Donc on veut sauver des animaux, mais on donne de l'argent à des personnes qui contribuent directement à l'exploitation animale, ce qui n'est pas très logique. Il y a aussi les frais vétérinaires pour des animaux qui ont souvent de gros problèmes de santé. Ils peuvent être malades, âgés, handicapés. Et le fait que les animaux d'élevage soient sélectionnés génétiquement entraîne généralement de nombreux problèmes lorsqu'ils vieillissent. Enfin, la nourriture et la litière, surtout pour de gros animaux, et tout un tas d'autres frais annexes auxquels on ne pense pas forcément, comme la construction d'enclos ou d'abris par exemple. Autre critique, c'est le fait qu'il sauve très peu d'animaux finalement. On estime qu'en 10 ans, un refuge peut sauver quelques dizaines d'animaux, tandis qu'en 1 an de véganisme, on pourrait en sauver environ 500. Voilà, donc la comparaison n'est pas tout à fait égale, car d'un côté on sauve des animaux qui existent déjà, et de l'autre on évite que les animaux naissent et soient exploités pour être tués, mais la comparaison est tout de même intéressante. Enfin, tout en sachant quand même que dire qu'un refuge sauve que quelques dizaines d'animaux en une dizaine d'années, c'est un peu gonflé quand même. Et c'est surtout totalement faux. Donc, surtout pour les sanctuaires en fait, d'animaux de ferme. C'est vrai que quand c'est un refuge pour chiens et chats, c'est beaucoup plus. Et là, c'est plutôt sur les refuges d'animaux de ferme. Parce que c'est vrai que pour les refuges d'animaux de chats et de chiens, c'est quand même assez différent parce que là, la critique, elle vient dire que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Alors que c'est vrai que les refuges d'animaux de chats et de chiens, au contraire, eux, ils prennent de l'argent plutôt aux spécistes ou aux personnes qui ne sont pas vraiment combattantes contre l'exploitation animale en général, et puis aussi du temps à ces personnes-là. Alors, mais vas-y. Donc je vais faire une petite nuance de tout ça. C'est-à-dire que ces critères-là, on pourrait les appliquer à tous, mais en premier lieu, les gens qui décident d'ouvrir à un moment donné un refuge ou un sanctuaire, c'est une aspiration qu'ils ont souvent depuis des années. Sauf si c'est des gens qui débarquent et qui veulent, je sais pas... Bon, généralement, ceux qui veulent élever des chèvres, ils n'ont pas pour objectif de sauver des animaux de ferme. On n'est pas dans le même truc. Donc quelqu'un qui veut ouvrir un refuge, de toute façon, il l'ouvrira. Et quelqu'un qui veut ouvrir un refuge, il sera peut-être pas sur le terrain militant. Parce que du coup, faire cette comparaison-là, ça veut dire qu'il faudrait étudier aussi est-ce que c'est utile d'aller faire des manifs tous les samedis, qu'est-ce que ça prend en termes de ressources, qu'est-ce qui est aujourd'hui efficace concrètement pour les animaux, est-ce que c'est la communication, est-ce que c'est tous ces problèmes de changement climatique qui amènent finalement les gens à se poser des questions par rapport aux animaux qu'on mange, au-delà de l'aspect éthique, est-ce que c'est parce que la société a changé et que maintenant en Occident on est un peu plus pépère et qu'on peut, comme on peut manger tranquillement sans avoir à courir partout, etc., se poser se poser des questions justement sur les autres espèces qui peuplent cette terre et comment on pourrait être plus juste envers elles. C'est toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui efficace ? Et donc du coup, quand j'entends les refuges, il y a cette maxime qui dit que
peut-être que on n'aura pas sauvé toutes les vies animales, mais pour l'animal qu'on a sauvé, c'est sa vie, et ça c'est hyper important. Et moi c'est dans ce... Donc après ça c'est des débats philosophiques, j'ai envie de dire, je pense que cette personne on dirait un petit peu des débats de salon, mais les gens qui sont sur le terrain, quand elles voient dans les yeux de l'animal, justement ce changement, tu vois, des animaux qui étaient craintifs, qui deviennent maintenant, qui vont vers les gens, qui reprennent confiance. Et est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent dans la communication, des gens qui investissent beaucoup d'argent, comme, je sais pas, le patron de Mythique, par exemple, parce qu'il a vu dans des refuges ces animaux-là, tu vois. Donc, en fait, je pense que dans la cause animale, après, c'est bien de réfléchir aussi. Des débats philosophiques, c'est intéressant d'avoir des chiffres et tout, comme tu disais. Mais après, maintenant, il faut avoir une vision, je pense, globale, et se dire que chacun, dans son acte posé dans une cause, en général, est important, en fait. On a tous un rôle à jouer, je pense. Là, je pense que le but, c'était de dire qu'il y a, comme tu dis, il y a des personnes, elles ont cette sensibilité. C'est bien de le faire, mais c'est vrai qu'on avait l'impression dans la cause, c'était un peu, c'est le numéro 1 des trucs à faire. Quand tu fais ça, t'es un vrai. J'ai pas vraiment cette impression. Moi, bizarrement, j'ai pas cette impression-là. Ils sont traités comme des fermiers, certains comme des pouilleux, vraiment. Moi, j'ai halluciné quand je vois des gens, ils sont dans la communication, je dis waouh, respect et tout ça. Et le pauvre mec à son refuge et tout, limite, c'est les petites mains. Alors, tu vois, ça dépend du milieu où t'es. Moi, j'ai eu plusieurs angles de vue. Et alors après, il y a peut-être aussi certains qui se sont dit comme il y a eu certains refuges qui ont eu un peu de visibilité et tout ça, moi aussi j'ai envie de m'y mettre, et c'est ce que je disais, ça c'est des gens qui arrivent tu vois, on avait eu des critiques, il y en a des critiques, et puis après il y a des refuges pourris aussi, il faut pas se voiler la face, il y a des trucs pourris vraiment qui devraient fermer, et il y en a il y en a aussi, pas mal, mais ça c'est ce qu'on disait, il faut mettre un cadre en fait, c'est ça. Mais il y en avait, tu sais, où tu sentais que c'était un peu un repli sur soi, un peu de perfectionnisme. Moi je veux être parfait, j'ai sauvé les animaux, je les mange pas, et puis le but c'est quand même de changer la structure, quoi. Pas juste. Oui, mais au-delà de ça, on peut pas maîtriser la sensibilité des gens aussi. Et quoi qu'il en soit, leur envie de donner donc à telle ou telle cause, quoi qu'il en soit, ça, personne ne pourra le changer. Et donc, on pourra faire n'importe quelle conférence philosophique sur le sujet, quoi qu'il en soit, ça changera rien. Tati Daniel, elle a pas envie de donner pour que je sais pas quelle association fasse des pancartes pour aller brailler dans la rue. Par contre, elle veut donner pour la vache parce que elle est trop mignonne, et elle a vécu, elle a souffert et tout ça. Donc, tu vois, l'argent qui est dépensé pour ces refuges, c'est quelle personne qui a fait ce Fabien Truffer. Fabien, cette personne là qui va peut-être, Fabien, si tu nous écoutes, cette personne, Tati Daniel, elle va vouloir donner pour la vache, et donc l'argent qui est dépensé pour les refuges va pas forcément remigrer ailleurs dans la cause animale. Donc voilà, je crois qu'il faut surtout avoir une vision d'ensemble finalement, et donc on sauve tous des animaux, et donc je pense de différentes manières. De différentes manières. Ça, je pense que c'est le plus important. Mais c'est intéressant ce que tu as fait, Fabien. Je trouve que c'est intéressant. Un bémol aussi, c'est que tu disais chaque vie compte. Et parce que moi, j'ai une logique qui est totalement différente. Pour moi, tous les animaux actuellement présents sont déjà morts dans l'esprit. Toi, t'es un ouf, toi. Moi, mon fils est mort, je suis morte bientôt. Tout le monde a une date de péremption. Je me bats pour ceux dans 20 ans. Et t'as une belle image en plus que tu... Bah oui, mais vous me laissez pas débloquer. Merde, excuse-moi, c'est moi, je me suis enflammée. Attends juste, et donc, vas-y, donne ton... Alors attends, parce que déjà, il y a Fabien qui pose la question de que faire avec 10 000 € si on souhaite sauver les animaux. Et là, il donne plusieurs pistes. Il dit on pourrait sauver 4 poules et les entretenir à vie. On pourrait payer 2 ans de vie à un cheval dans un refuge, salarier des personnes pour faire 2 enquêtes en abattoir, publier 24 spots publicitaires de 20 secondes sur le spécisme à la télé, payer une personne pour qu'elle devienne végane, pourquoi pas, payer 10 000 personnes pour regarder une vidéo d'abattoir, payer une personne pour organiser un mois végane ou stériliser 70 chats. On peut donc faire énormément de choses avec de l'argent, il faut juste savoir comment l'allouer de la manière la plus pertinente possible. C'est ce qu'on appelle l'altruisme efficace. Fabien critique aussi la stratégie des refuges qui est parfois peu claire. Tantôt les refuges disent vouloir sauver des animaux, tantôt ils disent vouloir sensibiliser la population, et leur but change selon les critiques qui leur sont adressées. Quand on leur reproche de ne pas sauver assez d'animaux, ils ont tendance à dire que leur objectif est de sensibiliser la population et que sauver des animaux n'est pas leur but principal. Et quand on leur reproche de ne pas faire assez de sensibilisation, qu'ils pourraient faire plus d'efforts sur leur site internet, communiquer davantage, proposer à des écoles de venir visiter le refuge, etc., ils ont tendance à dire que leur objectif est de donner un cadre de vie à leurs animaux, de leur offrir la meilleure vie possible et pas de leur imposer la présence d'humains qui peut être un facteur de stress. Il dit aussi que cette stratégie est vouée à l'échec. Oui. Et là, il prend l'image très parlante d'une baignoire qui déborde. Et il dit que si on imagine l'exploitation animale et la souffrance animale comme une baignoire qui déborde, l'objectif qu'on devrait avoir, ce n'est pas de prendre une petite cuillère pour essayer de la vider goutte à goutte, mais plutôt de couper le robinet. Au lieu d'extraire quelques animaux et de les placer dans un refuge, notre priorité devrait être de mettre fin à l'exploitation animale. Il faut fermer le robinet dans un premier temps et ensuite seulement, on pourra s'occuper de tous les animaux qui sont dans la baignoire, qui sont déjà vivants,
qui existent déjà pour trouver une solution et leur offrir la meilleure vie possible. Alors s'il nous montre comment fermer le robinet, moi je suis partant. Et je ferme mon refuge s'il me montre comment fermer le robinet. Et pendant ce temps, on laisse crever les animaux ou bien en fait, mais le truc c'est que si tu te bats beaucoup pour ceux d'aujourd'hui, tu te bats pas. Non mais c'est faux. C'est faux parce que comme on l'a dit, la cause animale c'est un ensemble. Parce qu'on ne peut pas toujours tout faire. Moi, j'essaye de faire un peu de tout, justement, beaucoup de sensibilisation, mais aussi d'aller voir les refuges, parce que je pense que la meilleure sensibilisation, elle est faite en regardant un animal. C'est moi. Personnellement, ce qui m'a convaincu d'arrêter de manger de la viande, on m'aurait discouru pendant 15 ans. Tu vois, mais ça, c'est leur meilleur ambassadeur. Exactement. Et moi, c'est de les voir souffrir, et pas forcément plein de sang d'ailleurs. Le regard avant l'abattage, tu vois, ça m'a vraiment touché. Exactement. Et dire mettre fin à la souffrance animale, c'est comme dire mettre fin à la souffrance humaine. Il y a eu beaucoup de gens aussi, c'est des débats sans fin sur si c'était des humains, on serait déjà tous dans la rue, on aurait défoncé les trucs. Il y a des Ouïghours qui sont en train de crever. On fait rien. Tu vois, en Chine. Il y a personne qui se mettait devant les trains des Juifs alors qu'on savait. Exactement, tu vois. Par exemple, on parle beaucoup de la cause des femmes. C'est horrible en fait ce qui se passe en Arabie Saoudite, et pourtant le gouvernement déroule le tapis rouge devant les Émirats Arabes Unis. Ça dérange personne, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, cet argument-là, il est même pas vraiment valide et valable. Et je pense que quand tu dis moi je me bats pour ceux dans 20 ans, moi je me bats pour ceux dans 20 ans, mais aussi pour ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, comme dit Nicolas, je me vois pas les laisser crever, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un animal qui croise par exemple ma route, ça on sait. J'arrive pas à regarder. Mais je compte sur la mère Michel qui peut retrouver son chat, tu vois. Il est là, je vais essayer d'aider cet animal qui est là. Et je pense que vraiment, les refuges, c'est une question de sensibilité avant tout. C'est des gens qui n'auraient pas fait autre chose, tu vois, qui auraient été nuls à autre chose. Mais de l'autre côté, je pense qu'en effet, il faut se battre pour arrêter le robinet. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est comme Thierry. On n'est pas les seuls acteurs finalement dans la partie d'échecs. Bien sûr. En fait, le but, c'était un peu de poser tout ça, de dire qu'il y a plusieurs trucs. C'est une réflexion et qu'il y a des gros débats quand même qui se font là-dessus, et que des fois, il y en a, tu vois, qui sont un peu virulents. Moi, on m'envoie tout le temps des cagnottes, donc toi, tout ça doit être. C'est une catastrophe, mais je les diffuse même pas. Je dis aux gens, moi, j'ai ma justification, et parce que moi, c'est ma sensibilité aussi qui est de changer le truc structurel. Toi, tu as plus la sensibilité de l'individu, et on est complémentaires. Les deux, en vérité. Oui. Mais je peux pas laisser un animal mourir devant moi. Après, il y a l'histoire des financements des refuges, et ça, c'est vrai qu'il faut s'y pencher, parce que faire la manche et la mendicité pour beaucoup, tous les mois, pour avoir... Moi, je pourrais pas, je le dis plein de fois, je pourrais pas avoir un refuge si j'avais pas un système économique en parallèle pour le financer. C'est ça aussi. Parce que franchement, quand t'as... et en plus, à un moment donné, t'arrives plus... En fait, comme tu dis, le robinet, il est ouvert tout le temps. C'est-à-dire que tu peux en accueillir 100 par jour des animaux. Donc, à un moment donné, si tu dis oui à tout le monde, t'as un syndrome de Noé, tu fais de la merde, les animaux, ils meurent dans les coins. Et je sais que toi, tu les recadres bien, les refuges qui sont tu vois, il y en a 2-3 là, franchement, il faut que... Voilà, mais au-delà de ça, il y a le problème de la reproduction, quoi qu'il en soit. Donc, aussi, de toute façon, comment est-il possible de laisser reproduire autant d'animaux, finalement, de races, alors que, clairement, il n'y a pas suffisamment de personnes pour pouvoir les accueillir. Donc, à un moment donné... Et dans les animaux de ferme, pareil, tu vois... C'est ça, la stérilisation, c'est la base, en fait. Puis combien d'animaux on produit pour qu'ils finissent directement à la benne? T'en parleras avec tes cantines, mais c'est ça. En fait, on impose aux gosses, par exemple, de manger de la viande tous les midis, même ceux qui n'en mangent pas, parce que religion, parce que philosophie, parce que dégoût, parce que ce qu'on veut. On leur met dans leur assiette. Le gosse, il mange pas la viande, elle finit à la poubelle. Tout ça parce qu'il faut maintenir, tu vois, une certaine économie. Ça, c'est dégueulasse. Tu vois, donc des animaux qui meurent directement pour finir à la poubelle, pour rien du tout. Tu vois, donc là, c'est scandaleux. Et donc, franchement, comme c'est trop long, on n'a même pas une tasse d'une heure pour parler de ça. Mais voilà. On va même pas pouvoir finir, ma chère, sauf si tu as 2-3 trucs, parce que là, l'heure avance énormément. C'est dommage, parce qu'il parle aussi du dilemme sur l'origine des animaux, parce que parfois c'est issu d'un sauvetage et ça entraîne des coûts personnels importants pour les militants. Et puis quand ça provient pas d'un sauvetage, ça arrive souvent qu'il soit acheté aux éleveurs, et là ça pose un réel problème parce que ça contribue directement à l'exploitation animale. Il parle aussi de la communication prête à tout des éleveurs, des refuges. Qui joue sur la culpabilité avec des messages comme il reste 3 jours avant la fin des croquettes, faites un don à notre refuge, sinon nos 100 chats vont mourir de faim. Et au final, on sauvera... C'est partout, on est dans une société de communication. Donc à un moment donné, bien sûr, mais au final, on sauvera au moins 10 fois la vie du même animal, car les refuges sont toujours à 2 doigts de fermer. Et s'ils ont assez d'argent, ne pas leur en donner davantage les empêche de se développer et de sauver plus d'animaux. Donc on se sent toujours coupable de ne pas leur donner d'argent.
Je peux intervenir. Bien sûr. En fait, toute petite minute, ouais, c'est ça, parce que j'ai un sanctuaire du coup à la maison et j'aimerais intervenir justement pour donner un petit peu mon ressenti personnel et surtout mon historique, mon expérience avec ce sanctuaire. C'est que je pense que ce qui est super important, alors déjà vous avez raison sur l'aspect économique. Alors il se trouve que moi, mon sanctuaire, c'est mon sanctuaire, c'est moi-même, voilà, je le finance. Et puis avec Arsaillot aussi. Alors avec Arsaillot, avec ma marque, puisque j'ai une marque de sac à dos et du coup une partie des bénéfices. Des cofondateurs. Ouais. Tu fais un don quoi. Une partie des bénéfices, voilà, donne en fait à l'association. Et par contre, j'ai jamais fait de cagnotte parce que j'ai pas forcément l'envie. Enfin, je pense que les gens, je préfère qu'ils mettent l'argent ailleurs. Donc je suis assez d'accord avec vous. Par contre, ce qui est essentiel, et c'est ce que je fais avec mon sanctuaire, c'est la communication. Parce qu'à travers communiquer sur qui sont ces individus, parce que chaque mouton a son prénom et je montre tout. Ils ont chacun leur caractère, enfin, ils sont incroyables. Et ils sont un peu même comme des chiens qu'on a l'habitude de voir, des chats ou des chiens. Ils viennent quand on les appelle, enfin, je joue avec, ils sont tristes parfois quand ils sont déçus. Mais c'est un peu ça le problème, c'est que des fois, les personnes, il y a des gens, ils m'ont demandé de partager leur cagnotte de 300 000 €. Non, mais alors ça, c'est un autre tu leur achètes leur maison, et puis après, quand ils l'ont, on voit même pas, ça communique pas. Mais je pense que c'est un autre sujet, c'est comme bien militer ou mal militer. On peut en parler des heures. Mais ce que je voulais surtout préciser, c'est qu'à travers ma communication, j'ai vraiment des gens dans ma communauté qui suivent déjà ma marque. Ils me disent mais c'est génial, grâce à vous, j'ai un autre regard sur les moutons, sur les poules et même d'un point de vue encore plus personnel, j'ai vraiment des potes qui ont arrêté de manger de la viande, du mouton. Ils m'ont dit moi j'arrête de manger le mouton parce que voilà, je pense à tes moutons. Un peu comme quand on a un chien, on mange pas son chien. Là c'est un peu pareil. Alors d'un point de vue personnel et d'un point de vue un peu plus large, et je pense qu'on peut même d'un point de vue encore plus large, peut-être qu'en rendant vegan, on sauve encore plus d'animaux. Donc du coup, c'est pas sauver juste 10 moutons que j'ai à la maison, c'est peut-être sauver encore plus indirectement avec des gens qui arrêtent d'en manger. Et de l'autre côté, tu sauves ceux qui sont là finalement et ceux dans 20 ans aussi. Donc c'est ça qui est assez intéressant finalement. Tu investis pour le futur aussi finalement. Puis c'est des meilleurs, ils sont de très bons ambassadeurs comme on disait. Ça va être compliqué de continuer. On vous invite aussi à voir une vidéo de notre réalisateur du jour, Sentinelle Social. Il a fait une vidéo sur ça, les points positifs et les points négatifs. Lui, il tombe plus vers le point positif, je crois, à la fin de sa vie. Il faut voir, il faudra voir. Et voilà. Il y a aussi Fabien Truffert qui fera donc cette conférence le 23 septembre sur la page Facebook de l'association PEA. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à la suivre. Et aussi, je voulais vous inviter à regarder un modèle Animal Kingdom, je crois que tu la connais, à Nathalie Loco. Ouais, alors elle sait bien ce qu'elle fait. C'est ça, je suis partie la voir d'ailleurs. Il faudrait que j'y retourne pour faire un petit tournage. On s'était dit qu'on allait. Elle m'a expliqué son concept, c'est très intéressant. En fait, elle récupère des chats sociaux. C'est ça, les chats libres, vraiment, on dit sauvages, quoi, parce que tu peux pas les mettre dans ton canapé parce qu'ils vont te ravager la tronche à coups de griffes. Donc, quelle solution il y a pour ces chats-là, c'est compliqué. Parfois, ils sont sur des lieux où ils peuvent pas rester parce que c'est dangereux. Donc, elle les prend et elle leur fait des. En fait, elle achète des terrains. Des terrains, et elle pose des chalets là-dessus. Elle va tous les jours nourrir. Des petites cabanettes. Elle leur donne à manger. Elle les stérilise et voilà. Elle les stérilise et les chats, en fait, ils sont même pas reconnaissants avec elle. Tu vois, elle a pas de gratitude à faire ça. Et en fait, le phénomène fou de son expérience, c'est qu'elle voit que maintenant, le renard, comme il bouffe aussi les croquettes, il a plus besoin d'essayer de chasser. Donc, il y a des fois un chat avec un renard, avec une souris. Wow, tout ça, c'est pas contrôlé et tout, tu vois. Et ils sont pas nés comme dans les vidéos ensemble et tout. C'est juste qu'ils sont rassasiés. Et donc, ils ont pas besoin. Donc, c'est vraiment nature. C'est la campagne profonde, son truc. Et donc, ils sont vraiment quasiment à l'état naturel. Et l'hiver, elle leur met, elle fait tout en sorte qu'ils soient bien, quoi. Puis ça permet aussi de voir s'ils sont malades pour les donc tu vois, soigner et tout. Il pourrait y avoir aussi peut-être des refuges qui. Je sais pas. Sur les chats libres, Après, il y a le réensauvagement, c'est une grande question aussi. Le réensauvagement, c'est difficile, ça a l'air compliqué, mais effectivement, les vaches avant c'était des aurochs. Etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait si jamais demain toute l'exploitation animale s'arrête, ce qui ne sera pas la veille, malheureusement. Mais effectivement, il faut penser à refaire des espaces de semi-liberté ou de liberté à ces animaux-là, mais ça prendra du temps. Tu peux pas remettre une vache comme certains le font, jeter un cochon dans la nature et puis dire débrouille-toi mon copain. Ils ont été sélectionnés pendant des milliers d'années et surtout le mouton, je sais de quoi je parle, c'est à peu près 20 000 ans en fait d'exploitation et de sélection naturelle, pas naturelle, de sélection génétique. Et du coup, les moutons sont absolument pas adaptés dans leur environnement naturel aujourd'hui. La laine, elle pousse comme ça. C'est pour ça qu'on tonce, c'est pour ça qu'on coupe les sabots, c'est pour ça qu'on leur donne des du vermifuge, antiparasites.
Donc oui, c'est compliqué. C'est ça, donc ça va prendre des générations, mais c'est un truc qu'il faut faire, je pense. On recevra peut-être Jérôme Pansu de Rewild, le concept Rewild qui n'a pas fonctionné finalement. Ça, c'est... Beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent et on le recevra peut-être. Bon, ils sont clashés avec Lamia aussi. Bon, compliqué. Compliqué. Comment on va faire, les amis? Parce que là, on a pulvérisé les scores de temps. Est-ce que Harry, tu peux nous donner quelques bonnes nouvelles? Bon, alors j'ai quelques good news. Vegan. J'avoue, on va un petit peu écourter, désolé Bob. C'est des petites good news vraiment que j'aime bien annoncer. Par exemple, il y a un coureur qui s'appelle Harvey Lewis. Alors imaginez Nicolas Crézy, combien de kilomètres il a couru? C'est la course de marathon la plus difficile du monde. Est-ce qu'il a fait plus que Forrest Gump? Je suis pas sûr, pas plus que Forrest Gump, non. Mais il a couru 217 km sous 55 degrés Celsius. C'est dans le Death Valley en Californie. Ah ouais, Vallée de la mort, là. Vallée de la mort. Il l'a fait plusieurs fois cette course, il a gagné plusieurs fois et là il a battu les records en fait. Et il est vegan. C'est ça qui est bien. Ça prouve qu'on ne meurt pas comme ça au bout de 5 ans d'un coup. Ouais, donc encore une fois. On n'est pas mec, je le prouve là. Je le prouve. Toi et moi, on le prouve. On le prouve, voilà. Non, ça va. Il y a aussi avec le sport, il y a Liverpool FC. Ouais, Liverpool FC s'associe à Korn pour lancer ces jours de match sans viande. Okay. Donc vraiment, le but, c'est de nourrir les fans de foot avec de la nourriture végane délicieuse, voilà. Putain, ça va les rendre plus sympa, ils vont pas se foutre sur la gueule à la fin des matchs. C'est pas magique, ça serait bien. Pendant l'Euro, on avait mentionné aussi, il y a un petit club anglais, britannique, qui est 100% vegan. Et il y a David Beckham qui est devenu vegan fin 2020. Est-ce que c'est de la com ou pas? On connaît Nabila, elle était végane une semaine. Après, elle a bouffé son chien, je sais pas ce qu'elle a fait. Mais ça serait bien, parce que il y a des suivis, quoi. Mais c'est bien ça quand il y a des vrais influenceurs qui... Mais il faut que ça soit durable et vrai. C'est ça, ouais, parce que si c'est juste un phénomène de mode, c'est Joachim Phoenix, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a plein qui sont pas. Il y en a qui sont revenus en arrière et tout. Non, mais les vrais sportifs, Serena Williams. Ouais, voilà, eux c'est sur la durée. Djokovic, on sait que là ils sont véganes et depuis longtemps ils agissent pour la cause puisqu'ils sortent aussi des chaînes de restaurants véganes. Il y en a qui investissent aussi. Je pense à Drake, je pense à Jay-Z, voilà, qui investissent vraiment dans du vegan. Ça c'est faut revoir les anciens épisodes. Ouais, on a parlé de tout ça déjà. L214 a sorti une nouvelle enquête. Ouais, alors là je vais vraiment faire rapidement en fait. Pour les enquêtes de ce mois-ci, il y a eu L214 qui a lancé une enquête, qui a lancé une enquête sur l'élevage de cochons dans l'Yonne. Également dans Lyon, il y a One Voice qui a lancé aussi une enquête sur des veaux dans un abattoir. C'est absolument... Enfin, je vous laisserai voir les images, mais j'avoue, c'est horrible. Et sachant que les veaux, donc c'est bien sûr pour la viande, mais aussi la peau, elle est pour l'industrie du luxe et ça alimente en fait la peau de cuir. Voilà. Ils n'ont pas un procès au cul pour ça, les pauvres, d'ailleurs, je crois. Oui, exactement, puisque justement les lanceurs d'alerte, ils ont été aussi, on m'a demandé d'en parler, j'ai pas trop eu le temps. Vegan Impact aussi, exactement. C'est-à-dire qu'en tant que lanceur d'alerte, c'est-à-dire on est. C'est eux qui se font taper sur les doigts. Ils se font taper sur les doigts parce qu'ils ont été grillés en fait par les employés et du coup ils sont. Ils ont juste retracé la réalité, donné aux consommateurs du coup la possibilité de faire un choix, parce que quand on ne sait pas, on peut pas choisir. Et du coup le rôle des lanceurs d'alerte dans tous les domaines que ce soit, c'est de faire un choix, de savoir si on continue à soutenir une industrie ou pas. Et donc c'est leur rôle. Normalement, ils devraient être protégés par la loi, mais quand il s'agit des animaux, c'est compliqué, j'ai l'impression. D'ailleurs là, en parlant de Vegan Impact, j'en profite pour rappeler que leur procès c'est le 13 septembre, donc c'est vraiment le moment de les soutenir. C'est bien, ouais. Willen, tu voulais quelques mots sur la JMFS qu'on a co-organisé sur Paris quand même, pour cette 7e édition, on était 300 à marcher à Paris. Pour la fin du spécisme. Tout à fait. Bon, c'est pas beaucoup. 7e édition mondiale. 300 à marcher sur Paris. Le village a été aussi très fréquenté. Et de nombreux pays ont participé. L'Indonésie, le Brésil, le Canada, etc. Donc encore une belle édition. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, car la loi est des plus injustes, et qu'envers la morale, leur système est une injure. Antispécistes. On avance. Est-ce que, on n'aura pas beaucoup de temps, est-ce que Crazy, t'as un peu d'actu à nous donner? Ton album est toujours dispo? Ouais, toujours dispo. Il y a un clip qui va sortir, Soyons la lumière, là, bientôt. Yes. C'est qu'on ait le temps de finir de le monter. Écoutez tout l'album. Moi, je suis fan. Je suis arrivé sur Paris en mettant à fond Crazy. Vous mettez des vidéos sur WhatsApp. Liberation. Je peux vraiment préciser une chose, si je peux me permettre. C'est que vraiment, ton album est accessible à toute la famille. Et ça qui est cool, c'est qu'on peut aussi faire écouter autant à des personnes adultes,
parce que c'est des sujets très durs, et autant à des personnes plus jeunes, je pense à mes nièces aussi qui ont 8 ans, et je te l'avais dit une fois, ça réunit la famille sur des thèmes super durs, en même temps avec des mots à toi, avec ta façon de faire, et ta façon de faire qui rend vraiment des sujets graves accessibles. Nous ne sommes pas des chasseurs, nous pratiquons l'art de la cinégétique. En fait, nous sommes des écolos, c'est tellement logique. Tous ces bobos parano, je les ferai marcher à la trique. Ces défenseurs des animaux nous font tourner en bourrique. Donc merci pour ce que tu fais. C'était le but, et puis le but que ça soit pas du Chantal Goya non plus, parce que fallait que ça soit sérieux aussi. C'est ça. Ah oui, ce sont nos amis. Voilà, ouais. Donc actualité, je vais sûrement, c'est sûr même, c'est le... si je me rappelle pas de la date, 17, je vais aller faire un petit concert chez les Bouglione, qui ont installé leur chapiteau. Je suis passé les voir à Montpellier, donc ça c'est bien, c'est parce qu'en fait il y a d'autres cirques sans animaux, mais eux ils viennent vraiment du cirque traditionnel, quoi. Donc c'est des années, des décennies, c'est ancré dans les gènes. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est ça, mais il faut le saluer, quoi. Bon, je pense que puis tout le monde menaces les connaît, et tout ça. Ouais, voilà, parce que du coup il a parlé de son milieu, et c'est difficile de parler d'un milieu duquel on vient avec honnêteté sans se faire taper sur la gueule par tout le monde, quoi. C'est un peu briser l'omerta. Donc voilà, normalement le 17, à partir de 20 à 22h, j'ai un petit concert que je donne là-bas dans le chapiteau, et puis ça sera couplé avec aussi de la sensibilisation, voilà, pour que ça fasse les 2 heures. Et puis je repars encore à Montpellier, sachant que je suis né là-bas en plus. On a des bonnes personnes là-bas, on peut te donner des bons contacts. Il y a Edine qui est bien. Alliance Éthique, ils nous ont mis bien pour la manif de Béziers. Ouais, c'est bien. Ah, vraiment, ils sont au top. Ouais, c'était important aussi, la corrida là qui... Voilà, c'est le moment en ce moment, hein. Et puis donc du coup aussi, je serai là-bas le 23 octobre cette fois-ci, et ça sera pour la journée Cœur Animal, donc qui est organisée par la ville de Montpellier. On peut saluer ça, donc c'est la ville carrément qui organise une journée de sensibilisation à la cause animale. Donc là-dedans il y aura des associations sans refuge, si jamais c'est encore possible, n'est-ce pas, le gouvernement, monsieur de Normandie et tout ça, voilà, qui viendront parler de leurs activités. Il y aura aussi des stands sur l'alimentation végétale, etc., etc. Enfin voilà, ça sera bien. Donc je vais donner aussi un concert là-bas, et puis j'ai proposé d'animer aussi la journée, donc ça c'est cool, j'aime bien animer, d'aller voir les gens, leur demander ce qu'ils font là, quelle est leur association, etc. Donc ça va parler aussi de la chasse, le déterrage. Enfin, il y aura des associations surtout, vraiment. Ce ne sera pas que les chiens, les chats. Il y aura l'espace, enfin bref, je ne sais plus trop le programme, mais il y en aura partout. Parallèlement à la chanson, Crazy Air est une militante active de la cause animale. Ancienne enquêtrice au sein de l'association Respectons, où elle fait ses armes avec la légende de la protection animale Patrick Sacco, qui a libéré des singes de laboratoire avec l'action Greystop. Durant des années, Crazy a été amenée à effectuer de nombreux sauvetages d'animaux en détresse. Bon, tu m'as tendu la perche, c'était plus loin, mais je peux plus maintenant. Il y avait la manif à Béziers anti-corrida, ça s'est super bien passé. Ils ont réussi à réunir toutes les associations anti-corrida à Béziers. C'est bien ça. Avec Chris Turner qui faisait l'animation et tout. On était là-bas avec Willy, c'était top. Nous ne sommes pas ici parce que nous n'aimons pas les traditions. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons vous emmerder. Nous ne faisons pas 800 km pour emmerder des personnes. Nous sommes ici pour vous donner un cadeau qui est un changement de vision du monde, un changement de vision sur les animaux. Ce n'est pas en torturant des animaux et en les tuant que nous faisons élever l'humanité. Et bien au contraire, en allant dans les corridas, nous salissons notre humanité. L'humanité va grandir lorsqu'elle aura compris que la compassion et la noblesse est dans son sang. Donc on leur fait aussi un petit dédicace. Toi Nico, est-ce que tu as une action? Moi je voulais parler de ton passé, tu as fait 30 ans dans la cause animale. Non, 30 ans, non, 25. Mais 25, ah ouais. 25 Sinon il avait 5 ans. C'est ça. Non, je suis plus vieux que ça quand même. Mais oui, non. L'actu, c'est espoir. C'est surtout la campagne, oui. Là on se mobilise jusqu'au 30 septembre, donc 1er octobre au Sénat. ESPOAR. Exactement. Ouais, Est-ce que c'est l'acronyme de l'Observatoire économique et social de la protection animale que nous avons créé, donc pour avoir des données chiffrées sur la protection animale. Notamment avec Gorette Neves. C'est ça, avec One Voice aussi, qui soutient, et puis large des associations également. Super. Et indépendant, parce que du coup c'est aussi en réaction à ce qu'il voulait faire le gouvernement. Un observatoire, oui. Ces petites données personnelles comme ça, pas de transparence et tout, et donc vous voulez rendre ça transparent, vous, j'imagine. Oui, totalement. L'idée est d'être indépendant et d'avoir des données pour pouvoir les analyser surtout, et donc lutter contre le phénomène de l'abandon. Et tu venais de AFIPA, on m'a dit, Nicolas c'est un ancien, il avait créé l'AFIPA, ça faisait du buzz à l'époque, c'était un peu le PETA de la protection animale, il regroupait les stars et tout, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay. Exactement.
je travaille avec des gens bien, moi. C'est bien, je choisis maintenant. Astrid, je te donne 2 minutes parce que c'est vrai que c'est la rentrée. On est spécial rentrée, spécial refuge et spécial rentrée. Et tu voulais nous parler des enfants véganes. Okay. Allez, je vais faire rapidement. En fait, j'avais une petite chronique assez courte sur les enfants véganes et le but, c'était tout simplement de casser les clichés et les idées reçues parce qu'il y a énormément de légendes urbaines qui circulent sur le véganisme et encore plus quand on parle des enfants véganes. Donc, tout d'abord, on va commencer par les avantages à donner une alimentation végétalienne à son enfant. Il y a moins de risques d'obésité, moins de risques de développer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension ou du diabète à l'âge adulte. Et on constate également que les enfants végétariens ou végétaliens ont une consommation accrue de fibres et de fruits et légumes. Pour prouver ça, d'ailleurs, pour prouver que les enfants véganes vont bien, on a quelques photos de 2 enfants véganes. Et donc voilà, Loïs, 4 ans et demi, qui est végane de naissance. Et on peut voir Alban, 18 ans, qui est végane depuis ses 15 ans. Donc je crois que tu avais peut-être quelques questions sur les nutriments. Non, c'est que les parents souvent ils ont peur donc pour la protéine en règle générale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors les protéines, il faut savoir qu'il y en a partout, donc en fait c'est un faux problème. Et on sait même que les enfants en moyenne consomment 4 fois trop de protéines, donc les enfants omnivores. Donc il faut savoir que les protéines, ça n'est absolument pas un problème. Après, il y a quelques autres aliments, quelques autres nutriments le calcium, auxquels le fer. Il faut faire un petit peu attention. C'est le calcium, le fer, les oméga 3, mais tout simplement parce que quand on n'est pas habitué à consommer de façon végane, il faut apprendre un petit peu à équilibrer ses apports. Mais en soi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de calcium ou parce qu'il n'y a pas d'oméga 3 dans l'alimentation végétale, c'est tout simplement parce qu'on manque d'habitude d'avoir ce type d'alimentation. Notamment pour le calcium et pour les oméga 3, je recommande largement les algues. C'est un super aliment. Donc manger des algues. Mais c'est vrai que c'est pas une habitude qu'on a, quoi. Manger des algues, bon. C'est ça. C'est pour ça que les Asiates, ils ont, je crois, des centaines d'années d'avance sur nous, en fait. Ouais. Et puis c'est marrant parce que c'est les pays qui consomment pas de lait. Et maintenant, ils sont tous malades en en consommant, d'ailleurs. Et voilà. Oui. Et nous, c'est les pays qui consomment le plus de lait, c'est les pays qui ont le plus d'ostéoporose. Mais c'est ça. Mais parce que en fait, c'est récent aussi cette surconsommation de lait. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Là, ils ont foutu. Il faut mettre du lait à tout le monde, plein de viande, plein de lait. Oui. Allez, hop, faut lancer l'économie et paf, et voilà. Et donc, du coup, tout le monde est malade maintenant. Alors là, il faut faire très attention, c'est la B12. Et là, on ne blague pas avec ça, tous les véganes. La vitamine B12, c'est ça, c'est la seule chose pour laquelle il faut se complémenter et forcément complémenter son enfant également. Donc, juste au niveau des doses, pour avoir un petit chiffre, pour les enfants, c'est entre 2,5 et 6,5 microgrammes par jour. Pour les adultes, c'est 4 fois cette dose. Donc, en fait, quand on prend le comprimé de Veg1, qui est la complémentation la plus répandue, pour les enfants, on coupe le comprimé en 4, on l'écrase dans un peu de purée et voilà, on donne ça à son enfant jusqu'à 2 ans et de 2 à 12 ans, c'est un demi-comprimé par jour. Mais donc voilà, c'est très simple d'adopter une alimentation végétalienne, même pour les enfants. Sachant que les animaux qu'on mange, ils sont supplémentés en B12. Parce que si là, t'as l'impression que là, il faut se médicamenter, perfuser et tout. Ouais, et puis la B12, c'est non, c'est un truc qui est donné aux animaux déjà à la base. Et tu sais, moi, ce que je dis, c'est que ça fait partie de notre alimentation, la B12, parce que c'est des bactéries qui produisent la B12, tout comme on mange de la levure, on mange des champignons, on mange de la B12 qui est de la production de bactéries. C'est pas naturel pour ceux qui aiment le côté naturel. C'est pas la seule chose dans laquelle on est complémenté. Par exemple, on est complémenté en iode via le sel de table. Les omnivores sont complémentés en vitamine D via le lait qu'ils boivent et les produits laitiers qu'ils mangent. C'est partout ces trucs-là. Donc, en fait, la complémentation, ça n'est absolument pas propre aux végétaliens. Ok. On avance, on finit, les amis. On rappelle que quand même, tu as aussi une marque Upswing pour la rentrée si on veut des chaussures pour les enfants. Parce que tu avais vu que le marché ne produisait pas de chaussures pour les enfants. C'est ça, en fait, j'ai constaté depuis que je suis végane qu'il y avait de plus en plus de produits véganes, qu'il y avait notamment des chaussures pour adultes qui arrivaient, mais pour les enfants, il n'y avait rien. Donc, j'ai fondé une marque de chaussures véganes pour les enfants qui s'appelle Upswing. Bravo à toi. On vous rappelle, le mois prochain, bientôt, dans quelques semaines, on sort notre future émission sur les poissons avec Amandine, Sébastien Arsac, Muriel Arnal. Ça sort dans très bientôt. Un petit débat. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des poissons, qui sont les premières victimes du spécisme. Alors, le site FishCount dénombre qu'il y aurait entre 1000 à 3000 milliards de poissons tués chaque année pour la pêche. Et on peut pas le faire, donc moi, je vais le faire chez moi. Je vais vous donner tous les futurs événements. Je vais le faire à la maison avec une petite cam. Là, on a défouraillé le score du temps. Donc, je vous donnerai toutes les infos.
Alors, vendredi 10 septembre à 10h45, manifestation L214 contre l'enfermement à vie des poulets. Ça se passe à Guingamp. Samedi 11 septembre à 14h30, rassemblement et happening anti-corrida à Arles, organisé par No Corrida. Samedi 11 septembre également à 9h30 jusqu'à 18h, il y a le village Aïmsa à Châtelet-les-Halles sur Paris. Et dimanche 12 septembre à 15h30, manifestation devant le cirque Lydia Zabata avec Paris Animozoopolis Paz. Dimanche 12 septembre à 14h30, manifestation pour l'abolition de la corrida à Dax organisée par le Crack Europe. Dimanche 12 septembre encore à 14h30, et si c'était toi la victime, organisée par 269 Life sur Paris. Dimanche 12 septembre à 10h, portes ouvertes du refuge L'Écrin Vert dans le 72. Le 18 septembre de 11h au 19 septembre 20h, Smile Vegan Pop Festival à La Vidette. On essaie de vous retrouver là-bas. Samedi 18 septembre à 10h, marche unitaire contre toutes les chasses One Voice à Toulouse. Samedi 18 septembre à 10h, happening pour les dauphins de Taiji Cétacé à Nantes. Samedi 18 septembre à 17h, Nîmes, rassemblement anti-corrida, ça va être chaud avec Nathalie Valentin. Samedi 18 septembre à 13h, Stop Corrida à Capieux avec One Voice. Et dimanche 19 septembre à 10h, portes ouvertes du sanctuaire, protection animale Charente à Ventouses avec Tiffaine Gomer, on salue. Et lundi 20 septembre à 10h, la chasse, un problème mortel par One Voice à Fort-Calquier. Je ne connaissais pas cette ville, mais Fort-Calquier, donc lundi 20 septembre. Et samedi 25 septembre à 14h, marche climat, on ne marche plus à République. Samedi 25 septembre, Nice, une vie de souffrance pour les cochons avec L214. 30 septembre, exigeons une loi pour les animaux au Sénat avec le Parti animaliste. Nous vous ferons un super live là-bas. C'est la grosse manif à aller si vous pouvez en semaine. Et le week-end, il y aura une autre grosse manif où on va aider en animant. Samedi 2 octobre à 12h jusqu'à 18h, la marche contre la fourrure de 2021. Dimanche 3 octobre à 14h, la chasse, un problème mortel à Paris. Vous avez un petit dernier mot, les amis? Merci Nicolas. Allez signer le truc de Nicolas sur Espoir là. Manifeste. Le manifeste, faut absolument pas que cette loi passe. ESPOAR. Cet amendement doit être amendé. Enfin, ce texte, ce 3 bis là, c'est pas possible. Voilà. Merci à toutes et à tous. Ciao, Merci. ciao. Ciao. Salut. Merci. Vous écoutez Armada.